Ma femme m'a tendu un test ADN au dîner de Noël, surprise. Ton fils n'est pas le tien. La neige tombait comme les propres confettis de Dieu devant ma maison victorienne sur Elm Street. Et j'aurais dû savoir, dès cet instant précis, que quelque chose allait terriblement mal tourner. Au cours de mes 38 années passées à vivre sur la côte du Maine, j'avais appris que lorsque tout semble trop parfait, la vie est sur le point de vous servir un tas fumant de réalité emballé dans un joli ruban. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite requête. S'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un like, commentez et cliquez sur le bouton de soutien pour dynamiser cette chaîne afin que davantage de personnes puissent découvrir ces incroyables histoires Reddit. Je m'appelle Jake Landry et je dirige Landry Électrique. 3 générations de travail honnête à assurer l'éclairage dans cette petite ville de commérage de Cedar Bay, population 4200 habitants, où tout le monde connaît les affaires de tout le monde. Et s'ils ne les connaissent pas, ils inventeront quelque chose qui est probablement plus intéressant que la vérité. Au fait, Jake, tu peux m'aider avec la dinde, m'appela ma femme, Erika, depuis la cuisine. Sa voix était douce comme du miel, de cette manière qui me faisait toujours mal aux dents. Après 15 ans de mariage, je pouvais faire la différence entre sa douceur véritable et son art de la performance. C'était clairement de l'art de la performance. J'arrive, chérie, répondis-je, posant ma bière et me dirigeant péniblement vers la cuisine. La maison était bondée de familles, des deux côtés, tous réunis pour notre dîner annuel extravagant de Noël. Ma sœur Molly débattait de politique avec la mère d'Erika, Ruth, dans le salon, tandis que mon fils de 12 ans, Tyler, était assis tranquillement dans un coin, lisant un livre, comme il le faisait toujours lorsque les adultes devenaient trop bruyants. Un gamin intelligent. J'aurais aimé pouvoir le rejoindre. Erika se tenait près du comptoir, absolument magnifique dans sa robe rouge. Cheveux blonds, parfaitement coiffés, maquillage impeccable, malgré les 3 heures passées en cuisine. À 35 ans, elle pouvait toujours arrêter la circulation, et elle le savait. Elle l'avait toujours su. La sauce a besoin d'être remuée, dit-elle sans me regarder. Et peux-tu vérifier le vin? Ta sœur a déjà terminé 2 verres. Molly gère mieux l'alcool que la plupart des hommes que je connais, dis-je en donnant un coup de cuillère à la sauce. Tu te souviens de son mariage? Elle a bu plus que toute la famille du marié. Le rire d'Erika fut sec. Oui. Eh bien, tout le monde ne trouve pas l'ivresse publique charmante. Voilà. Ce petit mordant dans sa voix qui s'était aiguisé au cours des derniers mois. J'avais remarqué d'autres choses aussi, les nuits tardives au bureau, les appels téléphoniques secrets, la nouvelle lingerie que je ne la voyais jamais porter, la façon dont elle avait commencé à s'entraîner obsessivement et à acheter une garde-robe entièrement nouvelle. Mais je m'avance un peu trop vite. Laissez-moi vous brosser le tableau complet de ce parfait désastre de Noël en attente d'arrivée. Dans le salon, Ruth Peton, la mère d'Erika et la reine des abeilles officieuses de la scène sociale de Cedar Bay, tenait sa cour à son endroit habituel sur notre canapé ancien. À 62 ans, Ruth avait perfectionné l'art de regarder les gens de haut tout en maintenant un déni plausible quant à sa condescendance. Elle dirigeait le cercle de commérage de l'église avec l'efficacité d'une PDG de Fortune 500 et la cruauté d'une chef de la mafia. Je pense toujours que tu aurais dû opter pour la pièce maîtresse traditionnelle, ma chérie, disait Ruth à Erika, assez fort pour que tout le monde entende. Ces arrangements modernes sont si peu conventionnels. Ma sœur Molly, Dieu la bénisse, leva les yeux au ciel si fort que j'ai été surpris qu'il ne tombe pas de sa tête. C'est magnifique, Erika. Très festif. Molly travaillait comme infirmière à l'hôpital local et n'avait aucune patience pour les bêtises passives-agressives de Ruth. Pete Morrison, mon contremaître et meilleur ami depuis le lycée, sirotait une bière près de la cheminée, essayant de paraître invisible. Pete avait l'instinct de survie d'un vétéran de combat face aux drames familiaux, ce qui était logique puisqu'il était un vétéran de combat. « Comment vont les affaires, Jake ?» demanda mon oncle Frank, qui se présentait chaque année, mangeait pour 3 personnes et ne contribuait rien à la conversation, à part des plaintes concernant son arthrite. « Je ne peux pas me plaindre, répondis-je, ce qui était ma réponse standard. La vérité, c'est que Landry Électrique se portait très bien. Nous venions de terminer le recablage du nouveau centre médical et j'avais des contrats alignés jusqu'au printemps. Pas mal pour un gars qui avait à peine obtenu son diplôme d'études secondaires et qui avait appris tout ce qu'il savait sur l'électricité de son père. Mais le succès dans une petite ville est une arme à double tranchant. Les gens vous aiment pour cela ou vous détestent pour cela, et parfois les deux en même temps. Jake est modeste, dit Erika,
apparaissant à mon coude avec un verre de vin frais. Nous nous en sortons très bien. Très bien, même. Quelque chose dans sa manière de le dire me donna la chair de poule, comme si elle dépensait déjà de l'argent que nous n'avions pas encore gagné. Tyler leva les yeux de son livre, quelque chose sur les avions de la Seconde Guerre mondiale, et croisa mon regard. C'était un enfant tranquille, réfléchi, avec les cheveux blonds de sa mère et ce que j'avais toujours cru être mes yeux verts. Il avait été encore plus silencieux dernièrement, passant plus de temps dans sa chambre, moins intéressé à m'aider sur les projets autour de la maison. « Salut, mon grand », dis-je en m'approchant pour lui ébouriffer les cheveux. « Bon livre. »« C'est sur la bataille d'Angleterre, » dit-il doucement. « Savais-tu que certains des pilotes n'avaient que 19 ans ? » « Des gamins courageux, » dis-je. « Il faut du cran pour se battre pour ce qui est juste. » Tyler hocha la tête sérieusement, puis retourna à son livre. Cet enfant allait devenir quelqu'un de spécial un jour, à condition que sa mère ne le transforme pas en un autre gosse gâté comme sa belle famille. En parlant de gosse gâté, c'est à ce moment-là que Marcus Doyle décida de faire sa grande entrée. Marcus était le partenaire commercial d'Erika dans sa société de design d'intérieur. Et si le casting central avait commandé un méchant pour un film de Lifetime, il n'aurait pas pu faire mieux. 40 ans, cheveux foncés parfaitement coiffés, costume coûteux, conduisant une BMW noire qui coûtait plus que ce que la plupart des gens de Cedar Bay gagnaient en un an. Il avait cette confiance suffisante qui vient de ne jamais avoir à s'inquiéter de l'argent ou des conséquences. « Désolé d'être en retard », annonça Marcus, embrassant Erika sur les deux joues comme s'il était un aristocrate européen au lieu d'un gars de Portland qui avait eu de la chance dans l'immobilier. La circulation était un enfer. Sa femme, Gina, le suivait, l'air fragile et nerveuse comme toujours. Gina était assez gentille, mais elle avait ce regard hanté d'une femme qui savait que son mari était un serpent, mais ne pouvait pas encore le prouver. Marcus roucoula pratiquement Ruth. « Comme c'est merveilleux que vous ayez pu venir. Erika était si inquiète que vous ne puissiez pas vous libérer. » J'observais cette petite performance avec une irritation croissante. Marcus n'était pas de la famille. Il n'était même pas un ami proche, mais d'une manière ou d'une autre, il était devenu un invité régulier de nos rassemblements de vacances au cours de la dernière année, et tout le monde agissait comme si c'était parfaitement normal. « Bien, » dit Erika, frappant dans ses mains. « Je pense qu'il est temps de nous asseoir tous pour le dîner. » La table de la salle à manger ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine. Verre en cristal, chandelier en argent, la bonne porcelaine que nous n'utilisions que 2 fois par an. Erika s'était surpassée, et je devais admettre que c'était beau, même si l'ensemble ressemblait plus à un décor de théâtre qu'à un dîner de famille. Je découpais la dinde pendant que tout le monde prenait place. Marcus se retrouva naturellement assis à côté d'Erika tandis que j'étais relégué à la tête de la table comme une sorte de figure de proue cérémonielle. Gina était assise en face de son mari, picorant sa nourriture et buvant du vin comme si c'était le dernier jour. La conversation était le mélange habituel de potins familiaux, de nouvelles locales et de sujets controversés soigneusement évités. Ruth dominait la majeure partie, bien sûr, informant tout le monde de qui divorçait, de qui avait des problèmes d'argent, et de qui avait été vu où, avec qui. En parlant de nouvelles intéressantes, dit Ruth, lançant un regard significatif à Erika. J'ai entendu dire que les Anderson vendaient enfin leur maison. Apparemment, Janet a trouvé des SMS très intéressants sur le téléphone de Robert. Molly émit un bruit de dégoût. Pauvre Janet, mais honnêtement, elle est mieux sans lui. Cet homme la trompe depuis le jour de leur mariage. Comment le sais-tu ? Demanda oncle Frank. Parce que je travaillais aux urgences la nuit où elle est arrivée avec un œil au beurre noir il y a 3 ans, affirmant qu'elle était rentrée dans une porte. La même nuit, Robert a été vu quittant la taverne de Murphy avec cette rousse de la banque. Un silence inconfortable s'installa autour de la table. Erika fixait son assiette tandis que Marcus s'intéressait soudainement beaucoup à son verre de vin. Eh bien, dis-je, essayant d'alléger l'atmosphère. Au moins, certains secrets finissent toujours par se révéler. La tête d'Erika se releva brusquement, ses yeux lançant des éclairs. Qu'est-ce que cela est censé signifier ? Rien, dis-je innocemment. Juste que la vérité a une manière de refaire surface, c'est tout. Comme la crème qui monte à la surface. Ou l'écume, ajouta Molly, d'un ton serviable. La tension était assez épaisse pour être coupée au couteau. Tyler regardait de sa mère à moi comme s'il assistait à un match de tennis. Pete étudiait sa purée de pommes de terre comme si elle contenait les secrets de l'univers.
C'est là qu'Erika se leva. En fait, dit-elle, sa voix soudain brillante et artificielle. J'ai une petite surprise de Noël pour Jack. Elle fouilla dans son sac et en sortit une enveloppe de papier craft, la posant devant moi avec un sourire qui aurait rendu un requin fier. Joyeux Noël, chérie, dit-elle assez fort pour que tout le monde entende. Je t'ai offert quelque chose de spécial cette année. Mes mains étaient stables lorsque j'ouvris l'enveloppe, mais mon cœur tambourinait contre mes côtes. À l'intérieur se trouvaient plusieurs documents d'apparence officielle et juste au-dessus se trouvait un résultat de test ADN. La pièce devint silencieuse lorsque je lus la première ligne. Probabilité de paternité 0,00%. Tyler n'est pas ton fils, annonça Erika à la pièce stupéfaite. Je demande le divorce demain matin et selon la loi du Maine, j'ai droit à la moitié de tout ce que tu possèdes. Ruth rayonnait comme si c'était le plus beau cadeau de Noël qu'elle ait jamais reçu. Marcus s'efforçait d'avoir l'air surpris et échouait lamentablement. Gina était devenue blanche comme la neige dehors. Tyler fixait sa mère avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, pure trahison navrée. Vraiment? Je souris. C'est drôle que tu mentionnes les surprises de Noël, dis-je en sortant mon téléphone. J'en ai une pour toi aussi, chérie. Vérifie tes emails. Le sourire confiant d'Erika vacilla tandis qu'elle sortait son téléphone avec des mains tremblantes. La pièce était si silencieuse que j'entendais la pendule grand-mère dans le couloir et le vent secouer les fenêtres. Qu'est-ce que c'est, chuchota-t-elle, fixant son écran. Mets-le sur haut-parleur, suggérai-je d'un ton serviable. Partage la joie de Noël avec tout le monde. Elle ouvrit l'email avec des doigts maladroits et la voix de mon avocat remplit la salle à manger via le haut-parleur de son téléphone. Madame Landry, ici David Chen de Chen, Martinez et Associés. Je vous appelle pour confirmer que la contre-demande de divorce de votre mari a été soumise au tribunal le 20 décembre, il y a 3 jours. Comme vous le verrez dans les documents joints, Monsieur Landry s'est vu accorder la garde exclusive temporaire de Tyler Landry sur la base de la preuve de fraude à la paternité et de l'accord post-nuptial que vous avez signé en 2019. Le tribunal a également émis une ordonnance modifiant le certificat de naissance de Tyler pour refléter son père biologique, Marcus Doyle, qui est désormais légalement responsable de toutes les obligations de pension alimentaire. Veuillez contacter notre bureau à votre meilleure convenance pour discuter de la procédure. Le silence qui suivit fut assourdissant. On aurait pu entendre une aiguille tomber dans le comté voisin. La bouche de Ruth était ouverte comme celle d'un poisson haletant. Marcus était passé de pâle à vert, puis à une sorte de couleur grise que je n'avais jamais vue sur une personne vivante auparavant. Gina agrippait son verre de vin si fort que je pensais qu'il allait se briser. Mais Erika semblait avoir été frappée par un camion. Tu as demandé le divorce en premier? Bégaya-t-elle. Il y a 3 jours, confirmai-je joyeusement. Il s'avère que je ne suis pas aussi stupide que tu le pensais. Fait amusant à propos de cet accord post-nuptial que tu as signé, chérie. Tu te souviens de la clause 15? Celle sur l'infidélité et la fraude à la paternité? Celle que ton avocate a dit qu'elle ne serait jamais applicable? Eh bien, il s'avère que lorsque vous avez une preuve vidéo de l'épouse confessant avoir délibérément été enceinte pour piéger son mari et voler ses biens, les juges ont tendance à ne pas voir cela d'un bon œil. J'appuyai sur play sur un fichier vidéo sur mon téléphone, et la voix d'Erika remplit la pièce. Mon Dieu, Marcus, j'ai hâte de prendre tout ce que Jack vaut. Cet idiot pense vraiment que Tyler est son gamin. Une fois que je lui aurai balancé ça à Noël, il sera tellement choqué qu'il ne saura pas ce qui lui est tombé dessus. La moitié de tout, bébé. La moitié de tout. Et ensuite nous pourrons enfin être ensemble. La voix de Marcus se fit entendre clairement. Et s'il se bat? Avec quoi? Je prépare ça depuis des mois. Il n'a aucune idée de ce qui s'en vient. J'arrêtai l'enregistrement. En fait, chérie, j'avais une assez bonne idée. Tu n'es pas aussi sournoise que tu le penses. La pièce explosa. Tu nous as enregistrés, cria Erika. Techniquement, Marcus t'a enregistré, dis-je. J'ai juste trouvé son téléphone quand il l'a laissé dans notre chambre il y a 3 mois. Incroyable ce que les gens laissent dans leurs mémos vocaux, n'est-ce pas? Marcus essaya de se précipiter vers la porte, mais Pete était déjà là, bloquant son chemin avec l'efficacité décontractée de quelqu'un qui avait fait 2 missions en Afghanistan. Assieds-toi, Roméo, dit Pete calmement. Nous n'avons pas fini ici. C'est insensé, balbutia Marcus.
Vous ne pouvez pas juste. Je ne peux pas quoi, l'interrompis-je. Je ne peux pas me protéger de ma femme infidèle et de son petit ami crapule? Je ne peux pas utiliser des preuves obtenues légalement pour éviter d'être escroqué? Je ne peux pas m'assurer que mon fils est oui, il est toujours mon fils à tous égards important n'est pas à regarder sa mère détruire son père? Je me levai et soudain, je me sentis grand comme 3 mètres. Pendant des mois, j'avais porté le poids de savoir que mon mariage était un mensonge, que ma femme me trahissait, que tout ce que j'avais construit était sur le point de m'être volé. Mais maintenant, la vérité était révélée, et j'avais l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Écoutez, voici ce qui s'est réellement passé, continuai-je, m'adressant à la pièce comme si je faisais une présentation. Il y a environ 4 mois, Pete a remarqué la voiture de Marcus garée derrière le centre médical à des heures étranges. Au même moment, Erika était censée travailler tard sur le projet de design d'intérieur là-bas. Le fait amusant avec les petites villes, c'est que les gens remarquent des choses. Pete hocha la tête. Je les ai vues ensemble 3 fois différentes. Je ne voulais pas être celui qui te le dirait, mais j'ai commencé à surveiller. Alors, j'ai engagé un détective privé, continuai-je. Rien de chic, rien d'illégal, juste quelqu'un pour documenter où était ma femme quand elle disait qu'elle travaillait tard. Il s'avère qu'elle travaillait. D'accord. Mais pas sur du design d'intérieur. Ruth retrouva finalement sa voix. C'est absurde. Erika ne ferait jamais. Jamais quoi, Ruth? Jamais mentir, jamais tricher, jamais planifier de détruire la vie de son mari pour de l'argent? Je ris, mais ce n'était pas un son agréable. Votre fille a planifié cette embuscade de Noël pendant des mois. Le test ADN, les papiers de divorce, toute la révélation dramatique devant les 2 familles. Elle voulait m'humilier, me briser, s'assurer que j'étais trop choqué et dévasté pour me défendre. Je me tournai pour regarder Erika, qui pleurait maintenant. Que ce soit par rage ou par peur, je ne pouvais pas le dire. Mais tu as commis une erreur cruciale, chérie. Tu m'as sous-estimé. Tu pensais que j'étais juste un électricien stupide qui se laisserait faire et te laisserait tout prendre. Tu as oublié que je dirige une entreprise depuis 15 ans, traitant avec des contrats, des avocats et des gens qui essaient de me brosser dans le sens du poil. Tu as oublié que je ne suis pas vraiment stupide. Marcus réussit finalement à parler. Le truc du certificat de naissance. Ce n'est pas légal. Vous ne pouvez pas juste. En fait, je peux, dis-je. Il s'avère que lorsque vous avez des preuves ADN prouvant la paternité ainsi que des aveux enregistrés de fraude et un père biologique consentant. Oh, n'ai-je pas mentionné cette partie? Tu vas adorer ça, Marcus. Je sortis un autre document. Ceci est ta reconnaissance de paternité signée, déposée auprès de l'État du Maine. Vois-tu, mon avocat a expliqué à ton avocat que tu avais 2 choix. Reconnaître volontairement la paternité et élaborer un arrangement raisonnable de pension alimentaire, ou nous te traînons dans un procès de paternité très public qui inclurait toutes les preuves de ton affaire, les enregistrements, et aboutirait probablement à ce que ta femme te prenne tout dans son divorce. Gina se leva si vite que sa chaise tomba. Tu as signé quoi, siffla-t-elle à son mari. Gina, je peux expliquer. Expliquer? Expliquer comment tu me trompes avec Seth. Seth. Elle regarda Erika avec une haine pure. Cette pathétique excuse de femme. Expliquer comment tu l'as mise enceinte et que tu as laissé un autre homme élever ton enfant pendant 12 ans. Maintenant, Gina, essaya d'intervenir Ruth. Calmons-nous tous et... Tais-toi, Ruth, coupa Gina. Ta fille est une briseuse de foyer, et ton petit-fils n'est même pas ton petit-fils. Tyler, qui était resté dans un silence stupéfait pendant tout cela, prit finalement la parole. Papa. Sa voix était petite et effrayée. Qu'est-ce que cela signifie? Je m'agenouillai à côté de sa chaise, le cœur brisé pour cet enfant pris au milieu de quelque chose qu'il n'avait jamais demandé. Cela signifie que ta mère a fait de très mauvais choix, mon grand. Et cela signifie que certaines choses vont changer, mais cela ne change pas le fait que je t'aime. Et en ce qui me concerne, tu es mon fils. La biologie ne fait pas un père. Le fait d'être là le fait. Tyler jeta ses bras autour de mon cou et commença à pleurer. Je ne veux pas vivre avec elle, murmura-t-il. Elle est méchante avec moi quand tu n'es pas là. C'était nouveau pour moi. Et à en juger par le regard sur le visage de Molly, elle enregistrait cette information pour une utilisation future.
Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, dis-je en le serrant fort. Le tribunal m'a donné la garde. Tu restes avec moi. Erika explosa finalement. Tu ne peux pas faire ça. C'est mon fils. Non, dis-je doucement, me levant avec Tyler toujours accroché à moi. Il est le fils de Marcus, biologiquement parlant, et il est mon fils à tous égards qui compte réellement. Mais il n'est plus ton fils. Tu as renoncé à ce droit quand tu as décidé de l'utiliser comme une arme contre moi. Le tribunal ne fera jamais. Le tribunal l'a déjà fait, l'interrompis-je. Il s'avère que les juges n'aiment pas les parents qui traumatisent leurs enfants avec des révélations publiques de paternité à Noël, surtout lorsqu'il y a des preuves que le parent a été émotionnellement abusif. J'avais tout documenté pendant des mois, le comportement de plus en plus renfermé de Tyler, sa réticence à être seul avec sa mère, la façon dont il tressaillait quand elle élevait la voix. J'avais pensé que c'était juste de l'humeur préadolescente typique, mais maintenant je le voyais sous un jour différent. Marcus essayait à nouveau de se diriger vers la porte, mais Molly avait rejoint Pete pour bloquer sa voie d'évasion. « Où crois-tu aller, macho ?» demanda Molly gentiment. « La fête ne fait que commencer. »« Je dois rentrer chez moi », marmonna Marcus. « Tout cela est un malentendu. » « Le seul malentendu, dit froidement Gina, c'était moi, pensant avoir épousé un homme au lieu d'un lâche et d'un tricheur menteur. Elle retira son alliance et la lui lança. « Je demande le divorce demain, et contrairement à Jake, je ne te donnerai aucun avertissement. » Elle attrapa son manteau et son sac. « Jake, je suis désolé que toi et Tyler ayez été pris dans ce gâchis. Vous méritez mieux. » Elle regarda Erika avec dégoût, « Et toi, tu mérites exactement ce que tu reçois. » Sur ce, elle sortit en trombe, laissant Marcus debout là comme un idiot. Le reste de la famille commença à sortir dans un silence inconfortable. Oncle Frank marmonna quelque chose à propos de n'avoir jamais rien vu de tel de toute sa vie. Pete me tapa sur l'épaule et promit de passer plus tard pour m'aider à nettoyer le gâchis. Ruth fut la dernière à partir, son visage pourpre de rage et d'humiliation. « Ce n'est pas fini », me siffla-t-elle. « Je vais m'assurer que tout le monde dans cette ville sache quel genre d'homme tu es vraiment. » Je lui souris. « S'il vous plaît, faites-le, Ruth. Assurez-vous de leur dire que je suis le genre d'homme qui ne laisse pas les gens le voler. Le genre d'homme qui protège son fils. Le genre d'homme qui se défend quand il est acculé. Je pense qu'ils trouveront cela très intéressant. » Elle partit sans un autre mot, traînant derrière elle une Erika en sanglots. Et puis, il n'y avait plus que moi, Tyler et l'épave de notre dîner de Noël. « Papa, » dit doucement Tyler. « Est-ce qu'on va s'en sortir ?» Je regardais la salle à manger détruite, le dîner de Noël à moitié mangé, les papiers éparpillés sur la table qui représentaient la fin de mon mariage et le début de quelque chose de nouveau. « Oui, mon grand, » dis-je, le pensant pour la première fois depuis des mois. « On va s'en sortir très bien. » Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués et 43 SMS. La nouvelle circule vite dans une ville de 4200 habitants, surtout lorsqu'elle implique des tests ADN, des explosions au dîner de Noël et le couple en or de la ville exposé comme des tricheurs menteurs. Tyler dormait toujours dans sa chambre. Il avait fait des cauchemars et avait fini par se glisser dans mon lit vers 2 heures du matin, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis qu'il était petit. Le pauvre gamin était en train de digérer beaucoup de choses. Mon téléphone sonna à nouveau. Molly. Mon Dieu, Jake. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner depuis 6 heures ce matin, dit-elle sans préambule. La moitié de la ville veut savoir si c'est vrai, et l'autre moitié veut me dire ce qu'ils ont toujours soupçonné à propos d'Erika et Marcus. Qu'est-ce que les gens disent? Eh bien, voyons. Martha Henderson a appelé pour me dire qu'elle a toujours pensé qu'Erika était trop belle pour être vraie. Bob Kowalski du magasin de quincaillerie veut savoir si tu as besoin de quoi que ce soit et dit que Marcus peut aller acheter ses outils importés ailleurs. Et devine quoi? 3 femmes différentes ont appelé pour me dire qu'elles avaient vu Erika et Marcus ensemble dans divers hôtels au cours des 6 derniers mois, mais qu'elles ne voulaient rien dire parce qu'elles n'étaient pas sûres. Je me frottais le front. Bien sûr qu'elles l'ont fait. Oh, et le meilleur, Ruth a appelé le pasteur Williams à 6h30 ce matin, pleurant sur la façon dont tu as piégé la pauvre Erika et exigeant que l'église se rallie à sa fille. Le pasteur Williams lui a dit qu'il prierait pour toutes les personnes impliquées et lui a suggéré qu'elle pourrait vouloir examiner son propre rôle dans l'éducation d'une fille qui pensait que la fraude et l'adultère étaient acceptables. J'ai dû rire de cela. Le pasteur Williams était un homme bon,
mais il ne souffrait pas les idiots avec plaisir. Et il n'avait jamais été un fan du cercle de commérage de Ruth. « Comment va Tyler » demanda Molly, sa voix s'adoucissant. Confus, blessé, en colère contre sa mère, ce qui me brise le cœur parce qu'aucun enfant ne devrait se sentir comme ça. Mais il va s'en sortir. Les enfants sont résilients. Et toi, comment vas-tu? J'y réfléchis un instant. Honnêtement, j'ai l'impression de pouvoir respirer à nouveau. J'ai porté ce poids pendant des mois, sachant que quelque chose n'allait pas, mais ne pouvant pas le prouver. Maintenant, tout est au grand jour, et je n'ai plus à faire semblant. Bien. Tu mérites mieux que ce qu'elle t'a fait subir. Après avoir raccroché avec Molly, j'ai préparé le petit déjeuner pour Tyler et moi. Il était silencieux, picorant ses œufs brouillés et son pain grillé. « Papa, est-ce que les gens vont être bizarres avec moi à l'école » demanda-t-il finalement. « Certains le pourraient, dis-je honnêtement. Les gens adorent les commérages, surtout sur des choses dramatiques comme ça. Mais les gens qui comptent, tes vrais amis, tes professeurs, ils te traiteront comme toujours. Et maman? Quand la reverrai-je? C'était la question difficile. Je ne sais pas, mon grand. Pour l'instant, elle est assez en colère et elle a besoin de comprendre certaines choses. Mais Tyler, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose d'important. Rien de tout cela n'est ta faute. Les adultes font parfois de mauvais choix, et les enfants se retrouvent au milieu. Mais tu n'as rien fait de mal. Il hocha la tête, mais je pouvais voir qu'il était toujours en train de tout digérer. Vers 10 heures, Pete est arrivé avec du café et des beignets de la boulangerie de Murphy. « J'ai pensé que tu aurais besoin de carburant, » dit-il, s'installant sur une chaise de cuisine. « J'ai aussi pensé que tu devrais savoir que la voiture de Marcus est garée devant le Riverside Motel. Elle y est depuis la nuit dernière, selon Jenny Murphy. Apparemment, Gina a changé les serrures et mis ses affaires sur la pelouse. C'était rapide. La fureur de l'enfer et tout ça. » Pete mordit dans un beignet au chocolat. Aussi, on dit que Marcus essaie de faire du contrôle des dégâts, racontant aux gens que tout cela est une sorte de malentendu, que tu as falsifié les preuves d'une manière ou d'une autre. J'ai ricané. Bonne chance avec ça. Tout ce que j'ai est certifié par le tribunal et vérifié par un avocat. Qu'il essaie de prétendre que c'est faux. Oh, ça s'améliore. Ruth fait le tour, essayant de mobiliser du soutien pour Erika. Elle dit aux gens que tu as piégé Erika d'une manière ou d'une autre. Que tout cela est une mise en scène pour voler Tyler à sa mère aimante. Et les gens croient ça? Pete sourit. Pas tellement. Il s'avère que beaucoup de gens se méfiaient d'Erika et Marcus depuis des mois. Sarah Jenkins de la Poste a dit qu'elle transmettait des colis de Victoria's Secret à l'adresse du bureau d'Erika, et qu'ils n'étaient certainement pas liés au travail. Et Tom Bradley de la station-service a dit que Marcus achetait des préservatifs et des fleurs tous les vendredis depuis 3 mois. Jamais le même jour où il achetait des fleurs pour sa femme. Les petites villes. On ne pouvait pas péter sans que quelqu'un documente la direction du vent. Mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Jake Landry. Monsieur Landry, ici Jennifer Walsh de la Cedar Bay Gazette. Je me demandais si vous souhaitiez commenter la situation avec votre femme et Marcus Doyle. La Cedar Bay Gazette était notre journal hebdomadaire local, tirage d'environ 2000 exemplaires. Jennifer était une journaliste décente qui avait déménagé ici depuis Portland il y a quelques années. Sans commentaire, dis-je automatiquement. Je comprends que c'est une période difficile, mais les gens parlent et j'aimerais vous donner une chance de raconter votre version de l'histoire. J'y ai réfléchi. Ruth était déjà en train de faire tourner sa version des événements, essayant de faire passer Erika pour la victime. Peut-être qu'il était temps de devancer le récit. Hors dossier, si c'est ce que vous préférez. Ma femme a commis une fraude à la paternité et un adultère, puis a essayé de me piéger avec une humiliation publique conçue pour maximiser son gain financier dans un divorce. Je me suis protégé ainsi que mon fils en utilisant des moyens légaux et des preuves qui tiendront devant n'importe quel tribunal. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la légitime défense. Et le timing, révélé tout au dîner de Noël? Elle a choisi le timing, pas moi. Je me suis juste assuré d'être prêt pour cela. Une dernière question. Quelle est la prochaine étape pour vous et Tyler? Nous allons reconstruire nos vies sans les gens qui pensent que mentir et tricher sont acceptables. Tyler est un enfant formidable, et il mérite mieux que ce à quoi il a été confronté.
Après avoir raccroché, Pet me regardait avec approbation. Mouvement intelligent. Faire sortir ta version en premier. Ruth a été occupée, mais les gens commencent à se poser des questions sur pourquoi elle est si désireuse de défendre l'adultère et la fraude. Vers midi, mon téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était David Chen, mon avocat. Jake, nous devons parler. Erika a engagé Patricia Morrison. Patricia Morrison était l'avocate de divorce la plus chère de l'État, connue pour ses tactiques de la terre brûlée et sa capacité à trouver des failles dans des accords en béton armé. Laissez-moi deviner, elle va contester l'accord post-nuptial. Elle va essayer. Morrison allègue la contrainte, la fraude, la représentation inadéquate, tout ce qui est dans le livre. Elle demande également la garde d'urgence de Tyler, affirmant que tu l'as empoisonné contre sa mère. Peut-elle gagner? Pas sur la base des preuves que nous avons, mais elle peut rendre les choses coûteuses et désagréables. Morrison ne gagne pas tant des procès qu'elle épuise l'autre partie jusqu'à ce qu'elle accepte de s'entendre. Que recommandez-vous? Nous nous en tenons au plan. Nous avons tout documenté, tout est légal, tout est étanche. Laissez-la gaspiller l'argent d'Erika en frais juridiques pendant que nous présentons les faits au juge. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que Tyler écoutait depuis l'embrasure de la porte. Papa, est-ce qu'ils vont me forcer à aller vivre avec maman? Pas si j'ai mon mot à dire, mon grand. Et j'ai beaucoup à dire à ce sujet. Cet après-midi-là, j'ai décidé d'emmener Tyler en ville pour faire quelques courses et montrer que nous ne nous cachions de personne. Notre premier arrêt fut la quincaillerie où Bob Kowalski m'a salué comme un héros de guerre de retour. Jake, content de te voir, mon gars. Comment tu te tiens? Nous allons bien, Bob. Merci de demander. Écoute, je veux que tu saches que ce personnage de Marcus Doyle n'est plus le bienvenu dans mon magasin. Quiconque tromperait sa femme et abandonnerait son gamin pendant 12 ans n'est pas le genre de client que je veux. Tyler me regarda avec surprise. J'ai serré son épaule. C'est très gentil de ta part, Bob. Mais tu n'as pas besoin de prendre parti dans ce gâchis. Bon sang, je ne le fais pas. Il s'agit du bien et du mal, Jake. Et ce que cette femme t'a fait, à toi et à Tyler, était mal. Clairement. Nous avons obtenu des réactions similaires partout où nous sommes allés, l'épicerie, la banque, la poste. Les gens se sont mis en quatre pour montrer leur soutien. C'était touchant, mais aussi un peu accablant. Sur le chemin du retour, nous sommes passés devant le Riverside Motel, et je n'ai pas pu résister à ralentir pour regarder la BMW de Marcus garée devant la chambre 12. La voiture qui représentait autrefois le succès et la sophistication avait maintenant l'air juste pathétique. C'est là qu'il vit maintenant, demanda Tyler. On dirait. Bien. Je ne l'ai jamais aimé de toute façon. Il me parlait toujours comme si j'étais stupide. Ce soir-là, Molly est venue avec un plat chinois à emporter et une bouteille de vin. J'ai pensé que tu n'aurais peut-être pas envie de cuisiner, dit-elle, déballant des récipients de lomagne et de poulet aigre-doux. Encore des potins de la rumeur, demandai-je. Oh, tu vas adorer ça. Apparemment, Marcus est allé à la banque aujourd'hui pour essayer d'obtenir un prêt et ils l'ont rejeté. On dit que Gina a vidé leur compte conjoint avant de demander le divorce et que ses comptes professionnels sont gelés en attendant la procédure de divorce. Aïe. Ça s'améliore. Ruth a essayé d'organiser un cercle de prière pour Erika à l'église ce soir et exactement 3 personnes se sont présentées. Madame Henderson, Madame Kowalski, et Ruth elle-même. Le pasteur Williams a suggéré qu'elle pourrait vouloir prier pour l'honnêteté et la responsabilité au lieu de simplement demander de la sympathie. Tyler gloussa à cela. La première fois que je l'entendais rire depuis Noël. Et le meilleur, continua Molly, c'est qu'Erika est apparemment allée au bureau de Morrison aujourd'hui au volant d'une toute nouvelle Mercedes. Les gens se demandent où elle a trouvé l'argent pour ça, étant donné que son entreprise était censée être en difficulté. J'ai haussé un sourcil. Question intéressante. Morrison n'est pas bon marché non plus. Ses honoraires seuls représentent probablement plus que ce que la plupart des gens gagnent en 6 mois. Cela fait se demander qui finance cette bataille juridique. Après que Tyler soit allé se coucher, Molly et moi nous sommes assis sur le porche avec notre vin, regardant la neige tomber. Tu sais, dit-elle doucement, je n'ai jamais aimé Erika. J'ai essayé pour toi, mais il y avait toujours quelque chose de calculateur chez elle, comme si elle travaillait toujours sur un angle. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Aurais-tu écouté?
Tu étais fou d'elle, surtout au début. Et j'espérais me tromper. Je sirotai mon vin et y réfléchis. Je ne pense pas que j'ai jamais été vraiment fou d'elle. Je pense que j'étais flatté que quelqu'un comme elle veuille de quelqu'un comme moi. L'électricien de petite ville décroche la reine de beauté. On avait l'impression de gagner à la loterie. Tu vaux 10 fois plus qu'elle, Jack. J'espère que tu le sais maintenant. Je commence. Le lendemain matin apporta plus d'appels téléphoniques, plus de commérages et plus de preuves que les réputations d'Erika et Marcus étaient en chute libre. Mais cela apporta aussi autre chose. On frappa à ma porte à 7 heures du matin. J'ouvris pour trouver Erika debout sur mon porche, l'air de n'avoir pas dormi depuis des jours. Ses cheveux parfaits étaient en désordre, son maquillage était taché, et elle portait les mêmes vêtements que le dîner de Noël. « Nous devons parler, dit-elle. Je regardais Erika sur mon porche et pendant un moment, j'ai failli avoir pitié d'elle. Presque. Tyler se prépare pour l'école, dis-je. Quoi que tu aies à dire, fais vite. Jack, s'il te plaît. Cela a dégénéré. Ne pouvons-nous pas trouver un arrangement pour le bien de Tyler? Pour le bien de Tyler? Je ris, mais il n'y avait pas d'humour. Tu veux dire le gamin que tu as traumatisé avec une révélation publique de paternité à Noël? Le gamin que tu as manipulé émotionnellement pendant des mois. Ce Tyler-là. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. J'étais en colère et je voulais que tu comprennes ce que je ressentais. Ce que tu ressentais à propos de quoi? De me tromper? De me mentir pendant 12 ans? De planifier de voler la moitié de mes biens sur la base de la fraude? Quelle partie de cela suis-je censé comprendre, Erika? Elle commença à pleurer alors. Le genre de jolie larme qui avait toujours fonctionné sur moi avant, mais maintenant elle ressemblait juste à une autre manipulation. J'ai fait des erreurs, d'accord? Mais nous pouvons arranger ça. Nous pouvons aller en thérapie. Nous pouvons nous en sortir. Tyler a besoin de ses 2 parents. Tyler a besoin de parents honnêtes. Il a besoin de personnes qui ne lui mentent pas et ne l'utilisent pas comme une arme. En ce moment, ce n'est que moi. Tu ne peux pas m'empêcher de voir mon fils. En fait, je peux. Ça s'appelle une ordonnance du tribunal, et il n'est pas ton fils, tu te souviens? Tu l'as très bien fait comprendre à Noël. Il est le fils de Marcus, biologiquement parlant, et mon fils à tous égards qui compte. Tyler apparut derrière moi, habillé pour l'école et portant son sac à dos. « Salut, maman, dit-il doucement. Le visage d'Erika s'éclaira. « Tyler, chérie, tu m'as tellement manqué. Pourquoi ne viendrais-tu pas rester avec grand-mère Ruth et moi pendant quelques jours? » Tyler leva les yeux vers moi, puis revint vers sa mère. « Je veux rester avec papa. »« Mais chérie, je suis ta mère. Tu ne veux pas passer du temps avec moi. »« Pas vraiment, dit Tyler avec l'honnêteté brutale que seuls les enfants peuvent gérer. « Tu as fait pleurer papa. Je l'ai entendu dans sa chambre après ton départ. » Le visage d'Erika se décomposa. « Tyler, je n'ai jamais voulu. Tu as dit qu'il n'était pas mon vrai père, mais c'est lui qui m'a appris à faire du vélo et m'a aidé avec mes devoirs et est venu à tous mes matchs de baseball. Marcus n'a jamais fait aucune de ces choses. » De la bouche des enfants. « Je dois emmener Tyler à l'école, dis-je, le déplaçant doucement vers mon camion. Si vous voulez discuter des visites, demandez à votre avocate d'appeler la mienne. » Alors que nous partions en voiture, je pouvais voir Erika dans le rétroviseur, debout dans mon allée, l'air perdu et brisé. Juste un instant, je me suis souvenu de la fille dont j'étais tombé amoureux il y a 15 ans, avant les mensonges, la manipulation et la trahison. Puis je me suis souvenu de l'enregistrement d'elle riant à l'idée de me prendre tout ce que je valais. Et le moment passa. Après avoir déposé Tyler à l'école, je me suis dirigé vers le chantier où mon équipe installait de nouveaux systèmes électriques dans un centre commercial. Le travail était une distraction bienvenue du drame et mes gars étaient solidaires sans en faire tout un plat. « Chef », appela Jimmy, l'un de mes électriciens plus jeunes. « Il y a un type ici qui te cherche. Il dit que c'est important. » Je suis descendu de l'échelle sur laquelle je travaillais et j'ai trouvé Marcus qui attendait près de mon camion. Il avait l'air terrible. Mal rasé, vêtements froissés, cernes sous les yeux. L'image du Golden Boy était définitivement ternie. « Nous devons parler, dit-il sans préambule. »« Non, nous n'avons pas à parler. Jack, s'il te plaît. Tout cela est devenu incontrôlable.
Ma femme m'a quitté. Mon entreprise s'écroule. Je vis dans une chambre de motel. Ne pouvons-nous pas trouver un arrangement? J'ai posé mes outils et je les regardais. Trouver un arrangement, comme quoi? Je paierai la pension alimentaire, évidemment, mais peut-être pourrions-nous garder cela secret, le gérer en privé. Pas besoin que toute la ville soit impliquée. Garder ça secret. Je ris. Marcus, toi et ma femme avez mené votre aventure dans une ville de 4200 personnes. Tu as laissé ton téléphone dans ma chambre avec des enregistrements de toi planifiant de me frauder. Tu as signé des papiers de paternité reconnaissant Tyler comme ton fils. Qu'est-ce que tu pensais exactement qu'il allait se passer? Je pensais que nous pouvions être adultes à ce sujet. Les adultes ne trompent pas leurs conjoints. Les adultes n'abandonnent pas leurs enfants pendant 12 ans. Les adultes n'aident pas les femmes mariées à commettre une fraude à la paternité. Tu veux être un adulte maintenant? Paie ta pension alimentaire, reste loin de ma famille et fais face aux conséquences de tes choix. Le visage de Marcus se durcit. Tu te crois si intelligent, n'est-ce pas? Mettre en place ton petit piège, nous enregistrer, jouer la victime. Mais je sais de quoi il s'agit vraiment. Éclaire-moi. Tu ne pouvais pas supporter qu'Erika veuille un homme réel, quelqu'un de réussi, quelqu'un qui puisse lui donner la vie qu'elle méritait. Alors tu as décidé de nous détruire tous les deux au lieu de juste la laisser partir. C'en était trop. Je me suis rapproché de Marcus, assez près pour sentir le désespoir et l'après-rasage bon marché. Un homme réel, dis-je doucement. Un homme réel ne se faufile pas dans le dos de sa femme. Un homme réel n'abandonne pas son enfant. Un homme réel n'aide pas une femme mariée à planifier de frauder son mari. Tu n'es pas un homme réel, Marcus. Tu es un lâche et un tricheur, et maintenant tout le monde le sait. Espèce de... Marcus me balança un coup, mes 15 ans de travail physique m'avaient maintenu en meilleure forme que son abonnement à la salle de sport. J'ai attrapé son poignet étordu. Pas assez fort pour casser quoi que ce soit, mais assez fort pour faire valoir mon point. Arrête, dis-je calmement. Tu as déjà perdu tout ce qui compte. N'aggrave pas les choses en ajoutant des accusations d'agression. J'ai lâché son poignet et reculé. Marcus respirait fort, son visage rouge de humiliation et de rage. Ce n'est pas fini, dit-il. Si, ça l'est. Tu ne le sais juste pas encore. Marcus s'éloigna en trombe et je retournai au travail, mais je pris une note mentale d'installer des caméras de sécurité à la maison. Les gens désespérés font des choses stupides. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de l'école de Tyler. Il s'était battu. Je l'ai trouvé assis dans le bureau du directeur, tenant une poche de glace sur sa lèvre. L'autre gamin était là aussi, Danny Morrison, dont la mère se trouvait être la nouvelle avocate d'Erika. Que s'est-il passé, demandai-je. Danny a dit des choses sur maman, dit Tyler doucement. Je lui ai dit d'arrêter, mais il a continué. Le directeur Martinez, une femme juste qui traitait les drames du collège depuis 20 ans, m'informa. Selon des témoins, Danny a fait des commentaires inappropriés sur Madame Landry et Monsieur Doyle. Tyler lui a demandé d'arrêter plusieurs fois avant que l'altercation physique ne commence. J'ai regardé Danny, qui essayait d'avoir l'air innocent et échouait. Quel genre de commentaire? Il a dit que maman était un. Tyler jeta un coup d'œil au directeur. Un gros mot. Et il a dit qu'elle faisait des choses avec Marcus. Je ne faisais que répéter ce que ma mère a dit, protesta Danny. Intéressant. Donc, Patricia Morrison discutait du cas de sa cliente avec son fils de 12 ans, qui partageait ensuite cette information à l'école. Cela semblait être quelque chose que David Chen voudrait savoir. Tyler, je comprends pourquoi tu étais en colère, dis-je. Mais se battre n'est pas la solution. Les mots peuvent blesser, mais tu ne peux pas laisser l'ignorance des autres te faire des choses que tu regretteras. Tyler hocha la tête, l'air honteux. Cependant, continuai-je, regardant directement Danny. Répandre des commérages et faire des commentaires grossiers sur la mère de quelqu'un n'est pas non plus acceptable, surtout lorsque ces commérages proviennent de conversations d'adultes que tu n'aurais pas dû écouter. Le visage de Danny devint rouge. Le directeur Martinez a assigné une retenue aux deux garçons et nous a renvoyés chez nous avec un avertissement concernant les incidents futurs. Alors que nous marchions vers le camion, Tyler était silencieux. Papa, est-ce que les gens vont toujours dire des choses méchantes sur maman? Pendant un certain temps, peut-être.
Les gens adorent les commérages, surtout sur les situations dramatiques, mais finalement, autre chose se produira, et ils passeront à parler de cela à la place. Penses-tu que maman s'excusera un jour? C'était une question plus difficile. Je ne sais pas, mon grand. Parfois, les gens sont tellement pris à vouloir avoir raison qu'ils oublient comment dire qu'ils sont désolés, mais c'est son choix à faire. Ce soir-là, j'installais les caméras de sécurité quand Pete est arrivé avec de la bière et des nouvelles. Tu vas adorer ça, dit-il, me tendant une bière fraîche. Apparemment, Marcus a essayé de récupérer son emploi au bureau immobilier aujourd'hui. Ils lui ont dit que sa conduite avait mal reflété l'entreprise et qu'il mettait fin à son accord de partenariat. Aïe. Ça s'améliore. On dit qu'Erika est restée chez Ruth et que les voisins se plaignent des cris qu'elles ont eus. Apparemment, Ruth n'est pas contente des factures juridiques ou des dommages à sa précieuse réputation. J'ai fini de monter une caméra au-dessus de la porte d'entrée et je suis descendu de l'échelle. Des nouvelles sur la façon dont elle paie Morrison? C'est la partie intéressante. Jenny Murphy a entendu de sa cousine qui travaille à la banque que quelqu'un a fait un gros dépôt en espèces sur le compte d'Erika la semaine dernière. Genre, suspectement gros. Combien? 50 000 €. Ajustement monétaire, j'ai failli laisser tomber ma bière. Où diable a-t-elle trouvé 50 000 €? Bonne question. Tes comptes professionnels sont surveillés à cause du divorce, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas comme si elle pouvait l'avoir volé sans laisser de traces. Nous avons tous les deux réfléchi à cela un instant. Pete, tu te souviens quand Erika travaillait sur ce projet du centre médical? Celui où elle est censée avoir rencontré Marcus? Ouais. Pourquoi? Et si ce n'était pas juste une aventure? Et s'ils menaient une sorte d'arnaque ensemble? Gonfler les factures, pot de vin des fournisseurs, quelque chose comme ça. Les yeux de Pete s'illuminèrent. Cela expliquerait comment elle peut se permettre les honoraires de Morrison, et cela te donnerait un sérieux levier dans la procédure de divorce. J'ai sorti mon téléphone et appelé David Chen. David, c'est Jack. J'ai besoin que vous enquêtiez sur quelque chose. Erika vient de déposer 50 000 € en espèces, et je veux savoir d'où ça vient. C'est intéressant. Je vais demander à mon enquêteur de se pencher dessus. Si elle a caché des actifs ou s'est livrée à de la fraude, cela pourrait tout changer. Comment? Si nous pouvons prouver qu'elle a obtenu de l'argent illégalement, nous pouvons la faire arrêter. Et si elle a menti sur ses finances, nous pouvons contester chaque demande qu'elle a faite dans la procédure de divorce. Après avoir raccroché, Pete souriait. Tu penses que tu viens de trouver la preuve irréfutable? Peut-être, mais même si ce n'est pas le cas, l'enquête seule occupera Erika et Morrison à répondre à des questions au lieu de m'attaquer. Le lendemain matin apporta une autre surprise. J'étais en train de prendre un café et de lire la Cedar Bay Gazette lorsque j'ai vu le titre « Homme d'affaires local fait face à un procès en paternité ». Jennifer Walsh avait fait ses devoirs. L'article était factuel, équilibré et dévastateur. Elle avait interviewé plusieurs personnes qui avaient été témoins de Marcus et Erika ensemble, cité des experts juridiques sur la fraude à la paternité, et inclut une chronologie des événements qui rendait clair qui était la véritable victime. Le meilleur était la citation du pasteur Williams. Cette situation nous rappelle que les actions ont des conséquences et que la vérité finit toujours par se révéler. Nous devrions prier pour toutes les personnes impliquées, en particulier l'enfant pris au milieu des échecs des adultes. Mon téléphone sonna. C'était Molly. As-tu vu le journal? Je viens de finir de le lire. Walsh a fait du bon travail. Ruth fait une crise de nerfs. Elle a appelé le journal pour essayer de les forcer à imprimer une rétractation, affirmant que toute l'histoire est mensonge et calomnie. Et Walsh lui a dit que tout ce qui est dans l'article est documenté et vérifiable. Et si Ruth veut contester des faits, elle est invitée à fournir des preuves du contraire. J'ai dû admirer le professionnalisme de Jennifer Walsh. Oh, et Jack, tu voudras peut-être passer devant le Riverside Motel aujourd'hui. La voiture de Marcus n'est plus là. Où est-il allé? Personne ne sait, mais l'employé de la réception a dit qu'il avait réglé vers minuit, payé sa facture en espèces et était parti sans dire où il allait. C'était intéressant et potentiellement problématique. Les gens désespérés qui disparaissent reviennent parfois au pire moment possible. J'ai passé la journée à travailler et à essayer de maintenir une apparence de normalité pour le bien de Tyler. Mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment que la tempête était loin d'être terminée.
Ce sentiment s'est avéré correct à l'heure du dîner quand Erika est apparue à nouveau à ma porte. Cette fois, elle n'était pas seule. Erika se tenait sur mon porche avec Patricia Morrison à ses côtés. Et les deux femmes avaient l'air sérieuses. Morrison était exactement ce à quoi je m'attendais. Costume coûteux, mallette et le genre de sourire froid qui coûtait probablement plus cher. Monsieur Landry, dit Morrison sans préambule. Je représente Madame Landry dans sa procédure de divorce. Nous devons discuter des arrangements de garde pour Tyler. Je pensais que nous faisions cela par l'intermédiaire d'avocats, dis-je. Les circonstances ont changé. Nous avons des raisons de croire que vous vous livrez à l'aliénation parentale et au harcèlement de ma cliente. J'ai ri. Harcèlement ? Votre cliente s'est présentée chez moi sans y être invitée hier matin. Je ne l'ai pas contactée du tout. Vous avez répandu des commérages malveillants dans toute la communauté, portant atteinte à sa réputation et rendant impossible pour elle de maintenir une relation avec son fils. J'ai dit la vérité. Si la vérité nuit à sa réputation, c'est son problème, pas le mien. Morrison s'avança, essayant d'utiliser son avantage de hauteur pour m'intimider. Monsieur Landry, ma cliente est prête à être raisonnable. Elle est disposée à se contenter d'une garde conjointe et d'un règlement financier modeste si vous êtes disposé à arrêter cette campagne vindicative contre elle. Campagne vindicative. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Votre cliente a commis une fraude à la paternité et un adultère, puis a essayé de me piéger avec une humiliation publique conçue pour maximiser son gain financier. Je me suis défendu avec des preuves obtenues légalement. Ce n'est pas vindicatif. C'est intelligent. L'accord post-nuptial sur lequel vous vous appuyez a été signé sous la contrainte. L'accord post-nuptial était son idée, l'interrompis-je. Elle l'a suggéré après que nous ayons eu des problèmes financiers il y a 5 ans. Elle a dit que cela nous protégerait tous les deux si quelque chose arrivait à notre mariage. Il s'avère qu'elle avait raison. Cela m'a protégé. Erika parla finalement. Jake, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais Tyler a besoin de sa mère. Ne le punis pas parce que tu es en colère contre moi. Je ne punis personne. Tyler est libre de te voir quand il veut. Le problème est qu'il ne veut pas. Et je ne vais pas le forcer, car tu l'as monté contre moi. Non, Erika, tu as fait cela toute seule lorsque tu as décidé de faire exploser son monde le matin de Noël. Tyler apparut derrière moi, attiré par les voix fortes. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Le visage d'Erika s'adoucit. Salut, chérie. Je suis venu voir si tu voulais passer le week-end avec grand-mère Ruth et moi. Tyler semblait mal à l'aise. J'ai des plans avec papa. Nous allons travailler sur mon projet scientifique. Tu peux faire ça n'importe quand, chérie. C'est important. Non, merci, dit Tyler poliment mais fermement. Je veux rester ici. Morrison sortit un document. Monsieur Landry, ceci est une motion de modification de garde d'urgence. Nous la déposons demain matin, affirmant que vous interférez avec la relation mère-enfant et créez un environnement malsain pour Tyler. J'ai pris le document et l'ai parcouru rapidement. Il était plein de jargon juridique et d'accusations, mais l'essentiel était clair. Il prétendait que j'abusais psychologiquement de Tyler en l'empoisonnant contre sa mère. C'est une connerie, dis-je platement. Langage, monsieur Landry, il y a un enfant présent. Oui, il y a un enfant qui a traversé suffisamment de traumatisme grâce au choix de sa mère, et maintenant vous voulez le traîner dans une bataille de garde basée sur des mensonges. Ce ne sont pas des mensonges, dit Erika désespérément. Tyler, dis-leur. Dis-leur comment ton père parle de moi quand nous sommes seuls. Tyler avait l'air confus et blessé. Papa ne parle pas de toi. Il dit juste que tu as fait de mauvais choix et que ce n'est pas ma faute. Vous voyez, dit Morrison triomphalement. Il a coaché l'enfant. Je lui ai dit la vérité dans un langage approprié à son âge, corrigez-je. Quelque chose que sa mère aurait dû essayer avant de décider de faire exploser sa vie à Noël. C'est là que les choses sont devenues intéressantes. Une voiture s'arrêta derrière la Mercedes de Morrison et David Chen en sortit, suivi d'un homme que je ne reconnaissais pas. Jake, dit David en montant sur le Porsche. Désolé d'interrompre. Voici le détective Ray Santos de l'unité des crimes financiers de la police d'État. Nous devons parler à Madame Landry. Erika devint pâle. De quoi s'agit-il? Le détective Santos s'avança, son insigne visible.
Madame Landry, nous avons quelques questions concernant des dépôts effectués sur votre compte bancaire et votre relation d'affaires avec Marcus Doyle. Nous aimerions que vous nous accompagniez pour un interrogatoire. C'est du harcèlement, coupa Morrison. Ma cliente n'a pas à répondre à des questions sans. En fait, si, dit Santos calmement. Nous avons un mandat. Il tendit un document à Morrison et je regardais son visage changer alors qu'elle le lisait. Que se passe-t-il? Demandai-je à David. Tu te souviens des 50 000 €? Il s'avère qu'ils provenaient du projet du centre médical. Erika et Marcus gonflaient les factures et se partageaient la différence. La compagnie d'assurance du centre médical a remarqué les écarts lors d'un audit de routine. Erika tremblait maintenant. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Madame Landry, dit Santos patiemment. Nous avons des relevés bancaires, des factures, des communications par email et le témoignage de fournisseurs. Nous avons également Marcus Doyle en garde à vue depuis ce matin. Il a été très coopératif. C'était donc là que Marcus avait disparu. Pas en fuite, mais arrêté. Il ment, dit Erika désespérément. Quoi qu'il vous ait dit, il ment. Nous allons régler ça au poste, dit Santos. Madame, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, complot et détournement de fonds. Les minutes suivantes furent surréalistes. Santos lut ses droits à Erika pendant que Morrison passait frénétiquement des appels téléphoniques. Les voisins ont commencé à sortir de leur maison, attirés par la voiture de police et l'agitation. Papa, dit Tyler doucement. Maman va-t-elle en prison? Je ne sais pas, mon grand, mais quoi qu'il arrive, ce n'est pas ta faute, et tu vas t'en sortir. Alors que Santos conduisait Erika à la voiture de police, elle se retourna vers moi avec un regard de haine pure. Tu as fait ça, cria-t-elle. Tu m'as piégé. Tu as détruit ma vie. Non, Erika, dis-je tristement. Tu as fait cela toute seule. La voiture de police s'éloigna, emmenant Erika avec elle. Morrison suivit dans sa Mercedes, calculant probablement combien cela allait coûter à sa cliente. Les voisins se dispersèrent lentement, jacassant avec enthousiasme sur ce dont ils venaient d'être témoins. David me tapota l'épaule. Eh bien, cela change considérablement les choses. Erika faisant face à des accusations de crime, sa demande de garde vient de devenir beaucoup plus faible. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous attendons. Si elle est reconnue coupable, elle pourrait faire face à une peine de prison sérieuse. Même si elle plaide coupable, sa crédibilité est anéantie. Le juge ne donnera pas la garde à une criminelle reconnue. Tyler s'accrochait à mon bras, submergé par tout ce qui venait de se passer. Est-ce fini, papa? Le plus important, oui, dis-je. Viens, rentrons à la maison et commandons des pizzas. Je pense que nous avons eu assez de drame pour une journée. Mais le drame n'était pas tout à fait terminé. 3 heures plus tard, alors que Tyler et moi regardions un film et essayions de faire semblant que nos vies étaient normales, on frappa à nouveau à la porte. Cette fois, c'était Ruth, et elle semblait avoir vieilli de 10 ans au cours de la semaine passée. Jake, dit-elle doucement. Puis-je entrer? J'ai été tenté de dire non, mais Tyler regardait, et je ne voulais pas être cruel devant lui. 5 minutes, dis-je. Ruth s'assit sur le bord du canapé comme si elle avait peur de se mettre à l'aise. Je te dois des excuses, dit-elle, les mots sortant comme s'ils lui faisaient physiquement mal. Je savais qu'Erika avait des problèmes. Je savais qu'elle faisait de mauvais choix, mais je pensais que si je la soutenais, si je l'aidais à se battre, peut-être qu'elle pourrait changer les choses. Et maintenant? Maintenant je réalise que je ne faisais que l'encourager, lui rendre plus facile de blesser les gens, y compris Tyler. Elle regarda son petit-fils, les larmes aux yeux. Je suis désolé, mon chéri. Grand-mère a fait des erreurs. Tyler, étant une meilleure personne qu'aucun des adultes dans ce gâchis, s'approcha et la serra dans ses bras. Ce n'est pas grave, grand-mère. Les gens font des erreurs parfois. Ruth le serra fort, pleurant ouvertement. Maintenant, Jake, je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance, mais je veux que tu saches. Je témoignerai en ta faveur si cela va à une audience de garde. Tyler t'appartient. Tu es le seul vrai parent qu'il ait jamais eu. J'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine que je n'avais même pas réalisé être tendu. Merci, Ruth. Cela signifie beaucoup. Elle est restée 1 heure de plus,
s'excusant à plusieurs reprises et promettant de faire tout ce qu'elle pouvait pour aider Tyler à traverser ce désordre. Quand elle est partie, elle semblait plus petite d'une manière ou d'une autre, mais aussi plus humaine que je ne l'avais jamais vue. Le lendemain matin apporta la pièce finale du puzzle. Jennifer Walsh a appelé pour me dire que Marcus avait effectivement été arrêté et coopérait avec les autorités en échange d'un accord de plaidoyer. La fraude du centre médical durait depuis 8 mois et le montant total volé s'élevait à plus de 200 000 €. Erika risque de 5 à 10 ans si elle est reconnue coupable, me dit Walsh. Morrison propose déjà des possibilités de négociation de plaidoyer. Et Tyler? Qu'en est-il de lui? Avec sa mère confrontée à des accusations de crime et son père biologique en prison, tu es son seul parent stable. Aucun juge dans le pays ne va te l'enlever. Cet après-midi-là, j'ai récupéré Tyler à l'école et l'ai emmené à son restaurant préféré, un petit dîner qui servait les meilleurs hamburgers de la ville. Nous nous sommes assis dans un coin et j'ai essayé de trouver comment expliquer tout ce qui s'était passé. Tyler, tu sais que ta mère a des ennuis avec la police, n'est-ce pas? Il hocha la tête, picorant ses frites. Elle pourrait devoir partir pour un certain temps, en prison. Je veux dire, parce qu'elle a volé de l'argent. Parce qu'elle a fait beaucoup de mauvais choix et maintenant elle doit faire face aux conséquences. Es-tu triste à ce sujet? J'ai réfléchi à cette question. Étais-je triste que le mariage se termine? Oui. Que Tyler doive traverser tout cela? Absolument. Mais qu'Erika fasse face à la justice pour ses actes? Je suis triste que cela en soit arrivé là, dis-je finalement. Je suis triste qu'elle ait choisi de blesser les gens au lieu d'être simplement honnête sur ce qu'elle voulait. Mais je ne suis pas triste que la vérité soit sortie. Moi non plus, dit doucement Tyler. Est-ce que c'est mal que je ne sois pas triste que maman parte? Non, mon grand. Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. Ta mère t'a blessé, et il est normal d'être en colère à ce sujet. Devrais-je lui rendre visite en prison? Seulement si tu le veux, et seulement quand tu seras prêt. Personne ne te forcera à faire quoi que ce soit que tu ne veux pas faire. Tyler hocha la tête et retourna à son hamburger. Après quelques minutes, il leva les yeux vers moi avec un petit sourire. Papa, on peut rentrer à la maison et travailler sur mon projet scientifique maintenant? Je veux construire ce volcan dont on a parlé. Absolument, dis-je, le pensant. On a tout le temps du monde. 2 semaines plus tard, Erika a plaidé coupable aux accusations de fraude et de détournement de fonds en échange d'une peine de 3 ans. Marcus a obtenu 2 ans pour sa coopération. Patricia Morrison s'est retirée de l'affaire de divorce, citant des différences irréconciliables avec la stratégie juridique de sa cliente. Le divorce a été finalisé sans contestation. J'ai gardé la maison, l'entreprise et la garde complète de Tyler. Erika n'a rien obtenu, sauf un casier judiciaire et la connaissance que ses actions avaient des conséquences. Ruth a tenu parole, témoignant en ma faveur et aidant Tyler à maintenir un certain lien avec la famille de sa mère sans l'influence toxique. Elle a même commencé à faire du bénévolat à l'école de Tyler, essayant de reconstruire sa réputation par de bonnes actions réelles au lieu de commérage et de manipulation. Par une froide matinée de février, exactement 2 mois après Noël, je prenais mon café et lisais le journal lorsque Tyler est descendu pour le petit déjeuner. « Papa, dit-il, se versant du jus d'orange. J'ai quelque chose à te dire. » Qu'est-ce que c'est, mon grand? Je sais que tu n'es pas mon père biologique, mais tu es mon vrai papa, le seul qui compte. J'ai posé ma tasse de café et j'ai regardé cet enfant incroyable qui s'était révélé décent malgré tout ce qu'il avait traversé. Tyler, tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. La biologie ne fait pas une famille. L'amour le fait, et je t'aime plus que tout au monde. Je t'aime aussi, papa. Et c'était tout. Plus de drame, plus de mensonges, plus de trahison. Juste un père et son fils construisant une vie ensemble basée sur l'honnêteté et l'amour. 6 mois plus tard, j'installais des ventilateurs de plafond dans le nouveau centre communautaire lorsque Pete est venu avec des nouvelles. Devine qui est sorti de prison plus tôt pour bonne conduite? Marcus. Erika a purgé 18 mois, elle est sortie hier. J'ai ressenti une tension familière dans ma poitrine, mais elle est passée rapidement. Elle revient à Cedar Bay? J'en doute. On dit qu'elle déménage en Floride, pour recommencer quelque part où personne ne connaît son histoire. Tant mieux pour elle, dis-je, et je le pensais. Tout le monde mérite une seconde chance. Même après ce qu'elle t'a fait, à toi et à Tyler?
J'y ai réfléchi en serrant les vis du ventilateur de plafond. Surtout après ce qu'elle a fait. Porteur de la colère et du ressentiment ne la blesse pas. Cela blesse Tyler et moi. Nous avons une bonne vie maintenant, et je ne vais pas la laisser gâcher ça à distance. Ce soir-là, Tyler et moi faisions griller des hamburgers dans le jardin quand il a demandé « Papa, penses-tu que maman essaiera de me contacter ?»« Peut-être. Voudrais-tu qu'elle le fasse ?» Il y réfléchit sérieusement. « Peut-être un jour, quand je serai plus vieux et que je pourrai mieux le gérer, mais pas maintenant. » C'est ton choix, mon grand. Et quoi que tu décides, je te soutiendrai. Merci, papa. Alors que nous dînions sur la terrasse arrière, regardant le coucher de soleil sur Cedar Bay, j'ai réfléchi à tout ce que nos vies avaient changé. La maison était plus calme maintenant, mais elle était aussi plus paisible. Tyler réussissait bien à l'école, avait de bons amis et devenait un jeune homme réfléchi et honnête. L'entreprise prospérait, en partie parce que les gens respectaient la façon dont j'avais géré toute la situation. La nouvelle s'était répandue que Jake Landry était quelqu'un en qui on pouvait avoir confiance, quelqu'un qui faisait ce qui était juste même quand c'était difficile. Et moi, j'étais satisfait. Pas heureux au sens guilleret et romantique, mais sincèrement satisfait de ma vie et de mes choix. J'avais appris que parfois la meilleure vengeance n'est pas la vengeance du tout. C'est de construire quelque chose de meilleur à partir de l'épave. Papa, dit Tyler, interrompant mes pensées. Le Noël prochain, on pourrait juste commander de la nourriture chinoise et regarder des films. Sauter le grand dîner de famille. Je ris, me souvenant de ma promesse à moi-même cette nuit-là où tout s'était effondré. Absolument, mon grand. Cuisine chinoise et film. Bien, dit-il avec satisfaction. Je préfère notre famille quand il n'y a que nous. Moi aussi, Tyler. Moi aussi. Et alors que les étoiles apparaissaient au-dessus de notre petite ville, j'ai réalisé que parfois, perdre tout ce que vous pensiez vouloir est la meilleure façon de trouver tout ce dont vous aviez réellement besoin.